Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Avec Cevital, une dynamique de croissance. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir de retrouver dans le Café des experts économiques nos amis experts économiques. Bienvenue. Tout le monde est en place, en forme. Morad Goumiri, Farhat Aitali et Yassine. Comment ça va? Ould-Moussa, comment ça va? Ça va très bien, il y a les chaleurs. Avec les chaleurs. Très bien, alors on va traiter dans cet avant-dernier numéro de la saison d'un thème qui est revenu à la fin de ce mois de juillet, c'est qu'est-ce qui attend le prochain exécutif de l'après-Bouteflika. Ce que nous appelons le prochain exécutif de l'après-Bouteflika, c'est le gouvernement qui devrait être issu soit d'une période de transition, soit d'un premier vote, puisqu'il y en a qui appellent à directement passer aux urnes, mais en tous les cas, et en tout état de cause, qu'on le dise dès le début, pas du gouvernement actuel, qui est en fait un résidu de l'époque de Bouteflika. Il s'agit donc d'un chantier énorme. Le cercle d'action et de réflexion, on a traité autour de l'entreprise CARE, on a traité cette semaine dans une matinale à l'hôtel Sofitel. Et la question que j'ai envie de vous poser, messieurs, c'est déjà, lorsqu'un gouvernement issu plus ou moins de la transformation démocratique en train de s'engager en Algérie depuis le 22 février dernier, arrivera aux affaires, est-ce qu'il ne risque pas d'avoir déjà une première mauvaise surprise, c'est-à-dire des chiffres, un peu comme dans le scénario grec, des chiffres édulcorés et des déficits plus profonds que ceux que nous redoutons, notamment par exemple sur le niveau des réserves de change? Qui veut répondre, qui peut nous annoncer les bonnes nouvelles le premier? Alors les bonnes nouvelles, non, aujourd'hui les rêves sont permis, les illusions pas du tout. Les rêves se réalisent, les illusions pas du tout. Donc, alors quand on dit surprise, ça veut dire qu'il y a une information qui nous échappe. Or, les phénomènes auxquels notre économie, notre pays, notre société est confrontée, c'est des phénomènes de longue durée. Donc en matière de surprise, il faut repasser. Au calendrier grec, il n'y a pas de surprise. La surprise, non, c'est structurel, c'est pas conjoncturel. Donc c'est des phénomènes qui sont anciens, qui sont enracinés, qui ont fait que nos politiques publiques et notre gouvernance macroéconomique a manqué de vision, a manqué de pertinence, et que la facture est actuellement en train d'être établie. Elle n'est pas terminée. Est-ce que je vais être précis? Alors, type de mauvaise surprise. La planche à billets, on a un chiffre, c'est l'équivalent de 55 milliards de dollars. Le gouvernement arrive, il découvre que tout est passé dans l'économie. Le Trésor a tout dépensé. Autre exemple, non, il y en a d'autres. Les restes à payer à l'économie, aux entrepreneuriats, aux entreprises qui détiennent des créances sur le Trésor, c'est un niveau 2 fois supérieur à celui que l'on connaît. Le déficit de la balance commerciale supérieur à ce qui a été annoncé. Les réserves de change, peut-être ce ne sont pas celles-là. C'est ça que j'appelle des mauvaises surprises. Il y en a d'autres. Par exemple, les accords qui ont été signés en matière de gestion des ressources naturelles, sur lesquels il y a une grande opacité. Gaz, pétrole, ressources minérales. Ça peut se rattraper. On peut annuler les accords. Oui. Annuler, vous êtes dans des relations... Hein? On a Ahmed Gaïd Saleh, en termes d'imprévisibilité, Trump voilà. Peut-être qu'il se vale en termes d'imprévisibilité, mais en termes de nombre de porte-avions, ça m'étonnerait fort. Les États-Unis d'Amérique qui défient pratiquement toute la planète, c'est comme l'Empire romain à son époque. Ils peuvent se permettre le luxe de changer les règles du jeu. Mais ce n'est pas notre cas. Mais est-ce que vous pensez que l'Algérie a engagé des mauvais contrats sur ces dernières années? Non, ce que nous pensons, c'est que nous n'avons pas eu... Non. Le problème ne vient pas de là. Ihsan, nous pensons qu'il n'y a pas eu assez de transparence sur la gestion des contrats et la gestion des ressources naturelles, qui a toujours intéressé nos partenaires. Attendez, je vous pose des questions sur le macro, messieurs. Sur le macro, est-ce qu'on a de mauvaises surprises? Là où on est parti sur le... Il n'y a pas de mauvaises surprises. Les chiffres sont les bons. Non, c'est pas des chiffres qui sont les bons. Ça fait des années qu'on prévoyait ce que ce gouvernement et son prédécesseur ne prévoyaient pas. Donc le cheminement étant le même. L'économie étant structurellement basée sur un carnet de recettes-dépenses, avec des recettes pratiquement liées à une seule source de revenus et des dépenses multiples incontrôlables, qui sont pratiquement destinées à augmenter.
On va faire de la compression de dépenses, il se fout le doigt dans l'œil. Ou bien il est en train de tromper les gens. Donc, dans ce cas précis, quelle mauvaise surprise on attend? On attend une catastrophe, mais c'est pas une surprise. C'est pas une mauvaise surprise. Maintenant, quand on parle des comptes de la nation qui ont toujours été foireux, de toute façon, et quand ils les redressent en termes d'annonce, c'est en général avec 6 mois, une année de retard. Ce n'est pas eux. Le fond du problème en Algérie, ce n'est pas ces fameux chiffres qui sont manipulés par les gouvernants. C'est beaucoup plus la structure de notre économie. Est-ce qu'elle est productive? Est-ce qu'elle est créatrice de véritables emplois? Est-ce qu'elle peut se déconnecter d'une seule source de revenus pour entretenir non pas seulement la machine à consommer, mais aussi pour entretenir un semblant de flux financier dans le pays? Le fameux dinar interne, il est directement lié à notre cagnotte en devise. Mais on peut lui changer de valeur pour essayer d'en avoir beaucoup, mais sur quelle base? Sur la base de la même cagnotte, parce que nous n'avons pas d'autres sources de valeur ajoutée, ni en dollars d'ailleurs, ni en dinars. Alors, Mourad, tu as participé à cette matinale de CAF, tu as même été panéliste. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'il y a un consensus entre les experts pour dire que nous sommes dans une situation où l'Algérie vit au-dessus de ses moyens et il va falloir de toute façon opérer un ajustement entre les dépenses et les revenus? C'est fatal. Et je souhaite du plaisir au prochain gouvernement démocratique que tu appelles de tes voeux pour présenter un programme économique et se faire élire sur cette base. Hein? Ce n'est plus un hirak qu'on va dire ça sera un hirak qu'on va dire ou léouga. Parce que entre-temps, les habitudes se sont prises. Les gens sont habitués à avoir de l'électricité gratuitement, de l'eau gratuite, du pain gratuit, de l'essence gratuite, etc., etc. Toi, maintenant, gouvernement démocratique, tu vas présenter un programme dit d'austérité. J'aime pas beaucoup ce mot, mais disons, tu vas faire des compressions importantes, notamment en termes de subventions. Si tu considères que tu es démocratiquement élu, les gens vont te dire, monsieur, on ne marche pas. Ou alors, il va falloir faire surporter la facture par une catégorie particulière, parce que, en fait, en dernière analyse, qui va payer? C'est le grand nombre. Hein. Les revenus flexibles, eux, ils ont des capacités pour les changer. Mais ça sera les salariés, c'est-à-dire revenus fixes. Les gens qui ont des revenus fixes. Et c'est eux qui vont payer la facture. Donc, d'abord, ce n'est pas une surprise, on le sait, on le calcule. C'est aussi simple que ça, on le calcule. Où voulez-vous, dans le budget de fonctionnement, dans le budget d'équipement et dans les dépenses en capital, faire des économies, comme le disent? Dans quel compartiment? Moi, je peux faire une proposition, mais ce n'est pas mon rôle. Hein. Ministère de la Défense. Ah, ouais, alors il faut se mettre d'accord sur combien le peuple algérien souhaite mettre d'argent pour sa sécurité et sa défense. Et mesurer les risques. Tu parles des fonctionnaires ou des équipements? Je parle des équipements, surtout des équipements, les fonctionnaires aussi. Le ministère de la Défense, c'est grosso modo 10 milliards de dollars. On ouvre une séquence réduction des dépenses. Hein. On reste sur une séquence réduction des dépenses, puisqu'on l'a ouvert. C'est 10 milliards de dollars au maximum, parce que maintenant on a pris cette habitude de gérer le ministère à 10 milliards de dollars. On va réduire de combien? On va réduire de moitié. On va gagner 5 milliards de dollars. Enfin, en équivalent dinars. Hein. Mais le problème, c'est que même on est gagnant à les fameux 5 milliards, ça va rééquilibrer un petit peu la balance à 25% du déficit actuel. Mais il faut, on va éviter de toucher au reste des dépenses. Qui justement, non seulement la population, non, donc on n'y touche pas, parce que si on y touche, on devient autre chose qu'un État-nation. On devient une bande de gitans avec Daesh au jour le jour. Déjà que le budget de la santé, avec le système actuel de santé et de financement de la santé, il ne suffit pas. C'est un budget misérabiliste, 3 milliards de dollars pour 43 millions d'habitants. Ça suffit même pas à faire de la santé préventive ailleurs. L'éducation, on a 10 millions. Toutes catégories confondues, plus 1 200 000 étudiants à l'enseignement supérieur, tous additionnés, on tourne aussi à 10 milliards de dollars. Là, il n'y a rien à diminuer. Elles vont augmenter. C'est les salaires des profs. Le gros des dépenses, les deux ministères. C'est beaucoup plus les charges salariales. Où je t'ai dit, déjà que Yassine a repéré, là, on peut baisser les dépenses. Il va charcuter, là. Je n'ai pas charcuté, non. Ce que dit Farhat milite pour poser la problématique autrement.
Une économie, c'est pas que des dépenses. Le problème, c'est pas uniquement de réduire les dépenses, c'est comment augmenter. Je voulais vraiment rester sur une séquence réduction alors, le problème des dépenses. Le problème des dépenses, c'est leur pertinence. Qu'est-ce qui est pertinent? Tu as cité la défense nationale, ok, mais il faut associer les risques qui sont liés à cette dépense. Compte tenu de nos frontières, compte tenu des foyers de tension. C'est vrai que Haftar peut arriver à Alger en 48 heures avec ses unités blindées. C'est pas un risque exagéré? Enfin, je suis en train de poser la question. C'est pas un risque exagéré? Non, le risque Haftar. Le risque, on parle tout le temps de la frontière. Qui menace l'Algérie, là? C'est une blague, on est d'accord? Le risque Haftar, c'est une blague. Bon, voilà, parce qu'il a beaucoup été cité. Donc, voilà. Les gens qui le citent, c'est pour soutenir les dépenses militaires. C'est un autre débat, mais il y a le problème de la pertinence. C'est pas notre débat. 5 milliards de dollars de moins chaque année dans les dépenses aujourd'hui, c'est 25% du déficit, c'est pas notre débat, c'est un débat. Bon, on a rééquilibré le déficit. Il y a certainement, il y a certainement des gisements d'économie à faire, très certainement. Mais c'est un secteur qui a besoin de dépenses incompressibles, compte tenu de l'étendue des territoires et des foyers de tension autour de notre beau pays. Je te laisse deviner tout ce qui se passe du côté de la Libye, des bases qu'on nous met au niveau du Niger. Je ne parle pas du Mali, je ne parle pas de notre confrère à l'ouest, etc. Donc, et du contexte et de nos relations et de notre relation avec les questions du Moyen-Orient, de nos relations avec l'Union européenne, de nos relations très particulières, amour répulsif avec la France. Il ne faudrait pas lier non, je dis pas. Sécuritaire je parle de la réduction des budgétaires. dépenses. Réduction des dépenses, il y a la question de la pertinence. Ensuite, il y a la question de l'équité. Qui paye? Jusqu'à présent, on a toujours fait supporter les périodes de vaches maigres sur les populations à revenus fixes, sur ceux qui n'ont pas de revenus indexés. Les commerçants, ils augmentent les prix. Tu me diras, ils baisseront leur demande solvable. Donc, toutes ces questions-là, il faut qu'on les discute. Mais le problème, ça ne règle pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est pas la réduction des dépenses, c'est cette incapacité structurelle et très ancienne à ne pas générer de ressources, de richesses, de valeur ajoutée, de recettes. Si tu vas au budget d'équipement, les subventions, c'est toi qui les as citées. Budget d'équipement, d'accord. Est-ce qu'il faut moins s'équiper? Mais si tu t'équipes moins, c'est nos enfants que tu es en train d'hypothéquer. Alors, je vais poser la question autrement. Est-ce que, quand on voit un peu les surcoûts qui ont été générés dans les différents contrats d'équipement, je pense notamment à celui qui est emblématique, l'autoroute Est-Ouest, est-ce que le fait de passer à des modes contractuels plus transparents, notamment en faisant appel à l'assistance des multilatérales, Banque africaine de développement, Banque mondiale, est-ce qu'on ne va pas quand même pouvoir évoluer vers des contrats plus transparents qui seront moins coûteux? Est-ce que ce n'est pas une source d'économie, tout ça? Oui, le coût de la corruption, on peut à peu près le quantifier. Hein. Bon, je me rappelle qu'un Premier ministre avait lancé une bombe il y a 15 ans en arrière, en disant c'est de temps, hein, rappelez-vous de Abdelhamid de la Science. Donc, par définition, si on parle de corruption, il est extrêmement difficile de la quantifier. Mais on peut donner un chiffre à 10% ou à 20%, ça peut pas aller plus, à mon avis. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ce budget d'équipement, il a déjà démarré. Les gens confondent les engagements et les paiements. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter les chantiers, les projets, etc., etc. On a commencé à le faire. Par exemple, on peut dire la mosquée a commencé à le faire. La mosquée d'Alger, on l'arrête. Non, personne n'a proposé ça. Non, je dis, j'ai pris un exemple. C'est pas des autorisations. C'est pas des autorisations, c'est des crédits de paiement. Mais le projet, lui, il est engagé. Quand vous signez avec quelqu'un pour 10 milliards de dollars ou 5 milliards de dollars pour un projet, vous n'allez pas lui donner 5 milliards de dollars d'un coup. Donc, chaque année, vous avez des CP qui viennent. Vous mobilisez. Mais l'argent, qu'est-ce que vous allez leur dire? On arrête. OK, ils vont aller en justice. Et ils vont vous gagner un procès et vous allez le payer. D'ailleurs, on le fait. Actuellement, beaucoup d'entreprises internationales nous ont attaqués en justice. Tu vas être attaqué en justice par la régie, par le réalisateur. Non, pourquoi tu cherches l'équilibre budgétaire?
C'est comme si le budget, une fois qu'il aura atteint l'équilibre, c'est bon, on est sorti de l'auberge. Jamais. Alors que c'est là qu'on va se retrouver devant une impasse. Parce qu'un gouvernement qui estime que ses dépenses sont couvertes, il va revenir une deuxième fois à en faire d'autres qui ne seront plus couvertes. En plus de ça, il va empêcher la société de s'autonomiser en termes d'économie. Aujourd'hui, le gouvernement qui est piégé justement par ses déficits structurels et qui est obligé de prendre d'ailleurs de la fausse monnaie pour essayer de couvrir une partie de ses déficits, il serait tenté justement, une fois piégé, de laisser la société s'autonomiser vis-à-vis de lui, de la laisser créer de la valeur ajoutée. Mais qu'est-ce qui a permis justement à ce qu'on appelle entre guillemets Isaba, parce que c'est un terme qui est très galvaudé ces derniers temps. Alors qu'il y en a pour moi, l'Isaba, c'est de 62 à ce jour, hein, mais c'est pas avant, hein, mais peut-être remonte Ahmed Bey. C'est une mentalité, l'Isaba. Qu'est-ce qui a permis à ce gouvernement, justement, de faire ce qu'il veut de nos ressources en devises? Oui, c'est sa capacité antérieure à couvrir toute la société par sa bienfaisance factice. Parce qu'il avait des excédents, on a le fonds de régulation qui lui permettait de faire des budgets erratiques. Le gouvernement en même temps il farah fina hnaya, mais en même temps maintenant qu'il n'a plus assez d'argent, la moitié s'est retrouvée en prison, parce qu'en général c'est ce qui se passe dans les gangs quand il n'y a plus assez de butin, ils s'exterminent. Tant mieux d'ailleurs, ça tombe bien. Une solution d'équilibre budgétaire, ils vont revenir à leur mentalité. Même un gouvernement on va quand même se souhaiter mutuellement de trouver un chemin vers l'équilibre, parce que sinon on va tous trinquer. On est en train de réfléchir à un nouveau gouvernement. Farhat raisonne comme si ça va rester éternellement. Des anges qui vont tomber du ciel. Tu n'as pas une élite, même dans le Mu'arada, qui va faire exactement l'inverse de ce qu'on fait. Ils vont faire du populisme. Est-ce que tu as remarqué une chose? En fait, l'endettement ne pose pas de problème dans la mesure où l'allocation de cette dette va vers un investissement productif. Le problème, donc, c'est l'allocation. On peut, et beaucoup de gouvernements le font, sur 2-3 années, décider qu'on va aller avec un déficit de temps. Mais ces ressources qui vont créer le déséquilibre vont permettre, s'ils sont bien alloués, rationnellement, etc., vont amener un équilibre. Donc, le déficit, il ne faut pas le voir comme c'est comme l'endettement extérieur. Il y a un petit souci quand même. En 2020, on sera à la 7e année de déficit budgétaire. 7e année consécutive. On l'a financé en partie avec on a parlé du fonds d'ajustement, du fonds de régulation. Comment on va continuer de faire? Les discussions que mes camarades mènent sur cette incapacité d'avoir un budget, tu as bien dit avec pertinence, cette année de déficit. Le budget, c'est un instrument de gestion macroéconomique, c'est tout. Il est le reflet, et pour ce qui nous concerne, il est prisonnier d'un modèle de croissance qui a atteint toutes ses limites il y a très longtemps. C'est un modèle de croissance qui ne crée plus de richesse, qui consomme des ressources. C'est un modèle de croissance qui n'est pas fondé sur la redevabilité. Farhat disait, si ces gars ont fait ce qu'ils ont voulu, pas de redevabilité, immunité, impunité, irresponsabilité. Les gens qui ont fait ça, ils sont responsables devant qui? Moi, j'ai vu, pendant que tu parlais de foot, j'ai vu mes camarades journalistes dire, la jeunesse algérienne, ses capacités, sa réussite sportive. Oui, mais comment cette jeunesse a été pillée, dépecée, on parle de quelle jeunesse, là, l'équipe nationale? La jeunesse algérienne, c'est-à-dire la totalité de la société algérienne. On parle de jeunesse dans les pays où il y a vieillissement. On ne parle pas de jeunesse où la société a 80% de jeunes, où les vieux sont une rareté démographique et statistique et sociologique. Donc comment voilà l'absence de redevabilité. Voilà un modèle de croissance qui monsieur, j'ai pas déroulé. Donc le prochain gouvernement aura le défi, et ça c'est un défi, il a raison de dire Mourad, aura le défi de changer de modèle, et ça va demander des ajustements, et un modèle qui va créer des richesses. Mais c'est pas en claquant des doigts. Si j'ai commencé, je m'excuse de ne pas avoir été pédagogique, par les dépenses, parce que de toute évidence, quand on arrive aux affaires, la première chose qui est sous la main, qui peut donner des résultats rapidement, c'est la réduction des dépenses. C'est vrai aussi en entreprise.
conseil d'administration, quand on a fait un déficit, on commence par réduire des dépenses. Et vision avant court de terme. réfléchir Vision sur court les terme. stratégies, Non, on réfléchit en parallèle sur les stratégies qui permettent de... C'est la variable la plus facile. La plus facile à Ihsan. ajuster. Alors, on va finir avec cette séquence-là. Oui. Tu as évoqué les subventions. Est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il faut changer de modèle de subvention dès le début? Ou est-ce qu'il faut reporter cette décision-là? Notamment, je cite un élément qui peut vous intéresser en particulier, c'est les fameuses bonifications. Je dis 2 mots, je me tais. Les fameuses bonifications des taux d'intérêt. Les subventions sont inefficaces économiquement, injustes socialement et inacceptables politiquement. Et beaucoup de travaux ont été faits sur les subventions. 72% des subventions bénéficient à 28% de la population la plus aisée, c'est-à-dire, je vais le dire en arabe, c'est plus joli, nzidou al-ma al-bahr, parce que le bahr mkhsous ma. Donc, la question, même le modèle de subvention n'est pas bon. C'est un modèle qui coûte très cher. On achète notre carburant à 1/3 de son prix, il est importé. Et coûte 13,5% du PIB. Mais est-ce que tu Écoutez, sais, en 2015, en 2016, 13,5% du PIB, ce qui est très important. Est-ce que oui. tu sais que la personne qui boit de l'eau du robinet et celle qui remplit sa piscine paye le même prix? Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais attends. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? mais tu subventionnes l'eau. Concrètement, il ne paie pas le même prix parce que au-delà d'un certain Il y a un volume, tarif progressif. le tarif, progressif. on peut changer le barème. Ouais. On peut changer Ce qui le nous barème. renseigne sur le fait que Moulay Boumeri n'a pas de piscine chez lui. Ouais, non, ouais, justement. Ouais, voilà. Mais ceci dit, s'il y a une fuite, elle peut représenter 20 piscines parce qu'il y a certaines fuites chez les pauvres. Il faut que le barrage, donc la question, elle n'est pas dans la pauvreté en termes de déperdition, mais les subventions. On a toujours dit ça, on n'a pas attendu la catastrophe. Je le disais quand le pétrole était à $130. Leur principe ou leur modalité, Farhad? Non, le principe ou les modalités. Le principe, déjà, des subventions à la consommation, elles sont ruineuses pour n'importe quelle économie. On subventionne la production normalement, et encore pas selon le système algérien. Pour ce qui est de, par exemple, les carburants, c'est choquant quand je dis que on peut pas payer du gasoil au tiers ou au quart de sa valeur. Ça ne tient pas la route. Mais, moi j'ai un véhicule qui fait... Transport en commun. Non, il dit que moi je n'aurai plus le droit au véhicule. واحد قال لي كيفاش انت تكالكولي لي le gasoil انا على حساب السميك تاعي ولا تاع فرنسا ولا تاع الامريكان ولا parce qu'il faudrait voir aussi le salaire. قلت له mais est-ce que quand tu as acheté une voiture, parce que la voiture aussi il faudrait l'aligner sur le salaire mensuel نتاع les pays هذو كي تشري une Golf انت le salaire نتاعك minimal تاع الالمان. Alors, qui شريت le véhicule ما خممش باللي le salaire تاعك il n'est pas allemand mais كي لحقنا الغازوال جاي عندي انايا قال اسمع ماناش في الالماني فاهم روحك اذا ماناش في الالماني شري جمل اذا راك في الالماني خلص كي الالماني c'est aussi simple que ça. Qui peut tenir un discours comme ça? Je m'en fiche, moi c'est le discours que je tiens depuis 10 ans. Non, il parle des hommes politiques. Non, on parle du gouvernement, du Le prochain gouvernement. 4x4 Ah, donc moi j'ai aucune chance. Non, l'électricité. Là, on est resté sur l'énergie. Mais c'est L'électricité. la même chose. Il faut augmenter. Mais est-ce que vous avez vu dans le monde Je une pose la question, moi je société- fais que poser des Est-ce questions. que vous avez vu dans le monde une société qui, plus elle produit, plus elle se déstructure, subhanallah, son gaz, qui investit, qui produit l'électricité de plus en plus, cause quand des tu coûts. regardes ses comptes, elle est déstructurée à cause des tarifs. Et quand la dernière fois le directeur est passé dans une chaîne publique, Katlo, est-ce que vous avez pensé à augmenter les prix? Tu sais ce qu'il a répondu? Ce n'est pas l'ordre du jour. Ce n'est pas l'ordre. Il avait peur. Il avait peur de dire. Une parenthèse sur la Sonaire. Il avait peur de dire. C'est à l'étude, ou là c'est à ceci, ou là c'est à cela. Il faut poser le problème de la subvention d'une manière générale. La Sonergaz, je vais ouvrir une parenthèse qui est assez gravissime quand même. Il consomme du gaz, oui. Non, c'est pas une question de... Le gaz, il est pratiquement donné. Voilà. Il n'est pas à la Sonergaz. Il est censé être acheté à la Sonatrach parce que c'est pas revendre du gaz qui est lui-même subventionné en Oui, mais avant. l'électrification- Mais il y a une chose que tu n'as pas voulu pointer du doigt. La déstructuration de la Sonergaz vient de sa gestion. أنا كي تخلص لي une centrale électrique à 3 fois sa valeur à l'international والجماعة ضرب لنا أنا اسمح لي il y a 2 centrales électriques qui ont coûté 5,5 milliards de dollars. Alors, il y a un académicien, juste dans le même sens. Dans le même sens. C'est pas le problème du citoyen aussi. Farhat, dans le même sens, il y a un académicien réformateur que je considère comme un réformateur
Norm Dahi, qui est enseignant à Toulouse School of Economics, qui est pour plein de réformes, mais qui, quand il arrive à l'électricité, souvent dans ses papiers, il dit on ne peut pas faire d'augmentation d'ajustement importante tant qu'on n'a pas analysé la structure des coûts de son gaz. Il y a un problème dans la structure de son gaz. Un audit, parce que peut-être qu'on est déjà en train de payer un surcoût chez son gaz. Ça, tu le dis pour toutes les entreprises. Non, son gaz, c'est un cas particulier. Est-ce que tu sais combien vaut le baril de pétrole extrait? Est-ce qu'il y a une étude depuis 30 ans qui dit voilà ce que coûte le baril de pétrole extrait ou le mètre cube de gaz extrait? Il n'y a pas d'étude. Il y a tout dans Sonatrach. On met tout à l'intérieur, y compris ton équipe de football, qui nous coûte les yeux de la tête. Et à la fin, on dit ça fait tant. Le financement du Mouloudia, on est pour que ça soit au privé. Je vais pas laisser passer ça. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On peut faire. Non, on parle d'actionnaire. On parle d'actionnaire, on parle pas de pirate. Alors la question du côté des dépenses. Messieurs, on va finir avec le chapitre dépenses. Est-ce que du côté des dépenses, on a fait le tour de ce qu'il est possible pour un gouvernement démocratique de, on va dire, confiner pour essayer d'aller vers l'ajustement? Alors, il y a la gestion sociale de l'ajustement qu'il faut qu'il demande beaucoup de chauffe. La gestion sociale est difficile. Elle ne peut se faire qu'avec avec 3 matières premières. Le gouvernement, 3 matières premières du gouvernement. Légitimité, crédibilité, représentativité. S'il n'y a pas ces 3, il faut le répéter. On est dans le cas de figure où on a ça. Je ne parle pas du gouvernement nommé par Ahmed Ben Salah. Il faut trouver un Churchill qui dise aux Algériens du sang et des larmes. Bon, du sang on n'en veut pas, mais des larmes il y en aura. Parce que, chauffe, je vais te le dire en arabe, c'est plus joli. Donc, si toutes les réformes qu'on n'a pas pu faire de structure, quand il y avait l'euphorie, ça va être difficile de les faire lorsque les vaches sont maigres. On va être obligé de les faire, mais c'est difficile. Et nous avons échoué, rappelez-vous, 88. On voulait faire de très grandes réformes qui auraient pu, mais sans argent. Le résultat, on le connaît. Alors, je choisis quelque chose pour faire la transition vers les revenus. Comment améliorer les revenus? Quelque chose qui aujourd'hui est comptabilisé au chapitre des coûts et qui peut devenir un revenu. Il y a la mère de toutes les subventions qu'on n'a pas abordées, que toute personne ne veut aborder. C'est le dinar subventionné. Voilà. Tu nous caches des choses. C'est le dinar. Le dinar, si on arrêtait de le subventionner, si on devait lui donner une valeur commerciale, bien sûr, il va falloir libéraliser le marché d'échange aussi. Il ne devrait pas avoir cette valeur. Donc, il pourrait générer déjà une masse monétaire énorme. Si on devait le faire passer de 120 dinars le dollar à 200 dinars le dollar, il va générer 80 dinars par dollar pour la Banque d'Algérie. Les 80 dinars, donc, évidemment, ça va résorber le. Mais, il y a un mais. Il y a comme un lézard. Bon, la dévaluation, elle va laminer tous les revenus des gens. Elle va laminer les actifs. Mais il y a une chose. Elle va laminer aussi le propriétaire de la Golf. Mais elle va compresser la demande sur le marché. Si on parle de social, les mesures sociales sont prises crescendo à partir de la couche sociale la plus défavorisée. À partir de là, si on dégage cette masse monétaire sur, par exemple, un goût de 100 milliards de dollars, un goût de réserve, avec 80 dinars, ça fait quand même les 8 000 milliards de dinars qui tombent du ciel pour la Banque d'Algérie. À partir de là, si on doit revoir les grilles salariales, et ceux qui ont été lésés par la dévaluation au plus bas, ils se retrouvent réalignés sur leur ancien salaire en contre-valeur de devise. يعني ما يحبطش من 200 dollars d'une manière ou d'une autre. Mais plus on monte dans les échelles de salaire, moins on donne, jusqu'à bloquer les cocos, les canaux harbin, là où ils sont. À partir de là, on pourrait avoir une société dans laquelle on rééquilibre les revenus au lieu de faire des subventions anarchiques à tout le monde, à celui qui a bénéficié d'une arnaque sur les revenus, beaucoup plus qu'à celui qui a eu de petits revenus. Ça peut se faire comme politique, mais il faut le faire. Nos politiciens ne savent pas le faire. Le problème, c'est que cette proposition existe dans le programme économique du candidat Alir Deri, c'est une proposition qui existe. Bien sûr. Oui, mais bon, voilà. On ne peut plus faire d'élection présidentielle puisqu'il est. J'en profite pour dire qu'il est en prison. Qu'il est en prison injustement, et qu'il sera difficile d'organiser la moindre élection sans libérer les candidats. Alors, le même raisonnement, on peut le faire pour le système de retraite. Le système de retraite que nous avons, mais c'est effrayant quand on rentre à l'intérieur, notamment le fameux SFR. Là aussi, on peut dire les retraites les plus basses vont être valorisées,
Mais par quoi? Par les retraites les plus hautes. Il faut savoir qu'un député, qu'un sénateur, qu'un SNT, etc., ont pris la retraite alors qu'ils avaient peut-être 40 ans, 50 ans. C'est-à-dire qu'en termes... Hein? Les députés. Voilà, que je m'arrête même, j'étais à la retraite. Il était en retraite. Il était en retraite au départ. Donc là aussi, vous faites 40 millions de retraite par mois, eh ben, je décide, les 10. Ou les 10, je renfloue les retraites les plus bas. Vous savez qu'il y a des retraites, il y a des gens... C'est pénible, ça, à côté des 5 milliards du ministère de la Non, Défense. mais toutes les économies sont bonnes à prendre. Il n'y a pas d'éthique aussi. Il y a un problème, c'est une question d'éthique. Parce qu'avec certains postes, certaines niches, peut-être qu'elles ne sont pas aussi dépensières que d'autres. Mais elles sapent le moral de la troupe. Quand c'est toute une société qui se retrouve, avec l'Algérien surtout, il a une sorte de résistance passive qui est développée depuis l'époque romaine. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne réagit pas immédiatement, mais il a en contrepartie, et on a sapé toute l'échelle de valeur dans ce pays en mettant dans la tête des gens pendant 20 ans que c'est les malins qui gagnent, c'est l'immoralité qui gagne, c'est le culot qui fait gagner. Alors j'ai entendu un chiffre à la matinale de Caire qui m'a choqué. Le chiffre, il a été avancé par, je crois, M. Belmouhoub, un des intervenants dans le deuxième panel. 220 milliards de dollars ont cumulé depuis le début des années, le milieu des années 80, de dépenses d'assainissement, soit directement, soit indirectement, au bénéfice des entreprises publiques. Alors, même si le chiffre peut être choquant, moi, je suis très prudent avec ce type de chiffre parce que je le trouve astronomique, même s'il était de moitié. Messieurs, une question. Ça, c'est un poste de dépense, c'est un centre de coût. Est-ce qu'on peut en faire un centre de profit, entre guillemets, en relançant les privatisations? Question directe. Parmi les mesures que devrait prendre un nouveau gouvernement, céder des actifs publics à grande échelle. Oui? Non? Chauffe, donc les 220 milliards de dollars, ou là? Non, de dollars. L'équivalent. Moi, je donne le chiffre qu'a donné Belmouhoub. Il s'est trompé, visiblement. C'est pour ça que je suis prudent. Donc la plupart... C'est un ancien du secteur public qui est outré. C'est des jeux. L'assainissement des entreprises a connu c'était un feuilleton à plusieurs épisodes. Dallas. Mais quel que soit l'épisode, dans ces assainissements, tu as ce qu'on appelle des jeux d'écriture. Ce ne sont pas des ressources nouvelles qui sont injectées dans l'entreprise, publique notamment. Par ailleurs, les entreprises publiques ont fait l'objet d'une forme d'ostracisme en termes d'investissement. Paraît-il qu'elles n'étaient pas éligibles selon les critères de la bancabilité. Donc, ils ont été évincés de l'investissement pour réhabilitation, modernisation, extension, intégration, externalisation, etc. Alors, quand on me dit il y a 220, je ne veux pas dire quelle est l'unité, dinar ou dollar, ça me paraît... Il y a très peu, il y a peut-être 10 à 20% de fonds nouveaux qui ont été... Et en plus, quand on a réinjecté ces fonds, on n'a pas modifié le mode de gestion, de management. On a gardé les mêmes inepties. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La question, c'est, à la fin, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait un programme de restructuration d'une entreprise dans lequel on va injecter par remontée des dettes aux fonds propres, etc. En même temps que cette opération purement comptable et financière, il y a des mesures de gestion. Est-ce que tu as un marché? Est-ce que tu as un produit qui se vend? Et est-ce que tu remarques que ces mêmes entreprises, tous les 2 ans, tous les 3 ans, reviennent? On efface, ils reviennent. Pourquoi elles reviennent? Parce qu'on n'a pas mis en place les outils pour les rendre rentables. Jusqu'à, et y compris, les liquider. Il y a des entreprises qu'il faut liquider. Point. Et les unes, on les a gardées pour garder l'emploi. Ça n'a jamais été pour améliorer. C'est quoi une entreprise publique en fin de compte? Parce que là, je crois que les gens ils imaginent une usine automatiquement. Une unité de production. Le gros du portefeuille actuellement public, il est dans les services.
Il reste 800 entreprises. Mobilis, Air Algérie. Je parle en termes de chiffre d'affaires. Naftal. Les plus supposés être les plus performantes, c'est عندك la Sonatrach qui est elle-même, enfin, les bénéficiaires, c'est la mère poule de toutes les autres. Tu veux dire que la partie industrielle a disparu? On peut dire, j'ai pas encore vu de tissu industriel digne d'être réhabilité. Non, Ils ont public. tellement massacré public, je parle, non, bon, privé, quelques-uns, mais le reste. C'est un autre débat. Oui, شوف نعطيك l'Algérie. L'Algérie, elle fait les tarifs les plus chers de la région. Peut-être le taux de remplissage le plus important de la Méditerranée. Fait du 80% taux de remplissage. La logique voudrait qu'elle entretienne d'autres entreprises. Ça s'est retrouvé avec 2 milliards de dinars de déficit. Donc il y a quelque chose qui cloche dans la gestion. Il y a aussi 10 200 employés pour 7 250 sièges. Versus c'est la du jamais vu. Ils sont plus nombreux que les sièges. Donc le Maroc, elle est à 3200 pour 8750 sièges. Je disais... Donc, il y a un lézard. Mais les banques publiques, c'est pas des entreprises publiques. Oui. Ah ben, les banques publiques, elles ont été recapitalisées. C'est pas parce que l'argent, il est présentement pour l'arrache. L'assainissement. Donc, est-ce qu'on appelle ça un assainissement? Il aurait fallu assainir les staffs. Au Karcher ou au Lance-Flamme avant d'assainir les comptes. Avec des actifs toxiques, avec des opérations que tu as fait qui relèvent du banditisme, ou assainissement. Tout ça, c'est du diagnostic. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait? On le sait. C'est des aspirateurs à dinars. Ce sont des aspirateurs à dinars. À dollars. Qu'est-ce qu'on fait? On change de modèle de croissance. Que fait le prochain gouvernement? Le prochain gouvernement aura la responsabilité d'annoncer le départ d'un nouveau modèle de croissance. Il sera difficile. Il faudra choisir. Non, je parle des entreprises publiques pour rester toujours sur les entreprises. Est-ce que non, il y a deux options. Je vais être précis, Yassine. Je vais être précis. On est dans une émission d'experts. Est-ce qu'on fait du PPP? Parce qu'on a parlé d'ouverture 30%, il y a eu des tentatives. J'ai évoqué la dernière fois avec Ali Harbi l'expérience de Ben Amour avec Riyad Corso. Est-ce qu'on fait du partenariat public-privé pour essayer de... Question précise. Ou est-ce qu'on vend à 100%? On vend en collectif existant, on liquide, le mot a été utilisé. Prendre de la hauteur. On les fait rentrer à la bourse. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour traiter les questions micro, dans un pays débancarisé, dénumérisé, désorganisé, etc., pour régler ces questions micro, il faut traiter les problèmes macro. Quand tu changes de modèle de croissance, tu sauras quel rôle auront les entreprises, quelles sont les entreprises privées et publiques, à quel devoir citoyens, économiques, sociaux ils sont soumis, et alors tu choisiras les techniques. Tu me parles des instruments techniques comme si ils soignaient n'importe quelle maladie. Il faut un cadre général, un cadre global. Si j'utilise le championnat, tu me parles de la gestion des clubs. Ne me parle pas de la gestion des clubs. Parle-moi de la pertinence du championnat, du système de compétition, de sélection. Et ça, c'est macro. Et tant qu'on n'a pas changé, on fait l'hypothèse qu'on peut faire de la technique sans parler de la stratégie. Il faut qu'on change de stratégie. Est-ce que notre modèle de croissance algérien, est-ce que prochainement, dans les années qui viennent, est-ce qu'il sera conçu, construit, conduit sur l'exportation, sur la reconquête du marché intérieur? Alors, je te repose la question. Le Parti communiste chinois, il y a 20 ans, a décidé de développer un modèle exportateur extensif. Non, on compare. Je ne compare pas. Alors, tu viens de dire, est-ce qu'on fait un modèle exportateur? La Chine, c'est 6 000 ans d'histoire. Mais on a décidé dans le même temps, je finis ma question. On a décidé en même temps de développer Huawei et de laisser ZTE. Pour prendre un exemple simple, Huawei, c'est le privé et ZTE, c'est public. Mais ZTE, on lui laisse les coups des franches. C'est une entreprise qui fonctionne sur les règles du privé. Est-ce que c'est ça que tu préconises ou est-ce que tu préconises qu'on ouvre, par exemple, le mot, je ne sais pas quel est l'équivalent de ZTE en Algérie, au capital privé, ou alors on liquide, ou c'est pas la même démarche. شكون هذا اللي عنده لي كابيتون نيسيسيري باش يشري ويروح يحطهم يطلعهم على سيرفاس بوغ aller acheter un canard boiteux. Est-ce que تقبل له déjà كي يديه يبدل له كاع لي règles de fonctionnement? Est-ce que les 3-4 fois l'effectif هذاك le coefficient هذاك erratique en matière de ressources humaines تخليه il va le rectifier selon la norme mondiale ولا تقول له لا تطلق له syndicat قال هذا يموت هنا هذا جبتونا من الدوار. Quand on a 10 200 نقول pour 3200 normalement 10 200 هذوك les 7000 le privé يجيب الدراهم وباش يربح العيب en plus on va l'accuser bien sûr تخرج له la gauche exploiteur capitaliste سراق. C'est arrivé c'est arrivé Flotellerie, les privatisations Flotellerie. Un exemple Flotellerie. Moi j'étais président d'un complexe, du conseil d'administration d'un complexe.
que vous connaissez tous. On sait que c'est les Andalouses. Voilà. Tamar m'a dit il faut le vendre. Abdelhamid Tamar, Mais lequel de Tamar? qu'on a reçu ici avec nous. Il faut le vendre. Enfin, c'était une note. Bon, il y avait même une liste. Naas me l'avait donné. Khalham, la liste écrite, etc. Voilà, on va tout vendre. Ça. On a amené, bon, Béao. Les Espagnols sont venus, parmi d'autres, et ils m'ont dit, M. Goumiri, il n'y a rien à acheter ici à part le terrain. Parce que c'est un complexe qui a été fait en 71, 72, 40 ans, rien ne marche. Et si tu c'est-à-dire si tu vas essayer de revendre, etc., ça va te coûter 10 fois plus cher que là. Donc il n'y a rien à vendre. Mais enfin, il y a d'autres hôtels. Est-ce que c'est normal que l'État vende du café, du thé et de la bière? Est-ce que c'est normal aujourd'hui que l'État a encore des hôtels publics? Est-ce que c'est normal? Donc, il faut regarder, il faut différencier l'ensemble du patrimoine public. Il y a des gens qui sont prêts à acheter des usines, non pas pour l'usine, mais pour le terrain. Uniquement le foncier. Uniquement le foncier, parce que l'usine, il va monter autre chose. Ouais. Donc, il faut différencier les choses. Tu parles du prochain gouvernement, et ensuite toutes les options, tu parles de PPP, de société mixte, tout est ouvert. Non, parce qu'il y a des privés il y a qui des disent aujourd'hui, je veux secteurs, pas m'associer il y a au des public. secteurs Il y en a qui le fermés. disent aujourd'hui, Il y a hein. des secteurs fermés. Le transport aérien est fermé. Mais on peut... On ouvre. On l'ouvre. Mais on peut, par exemple, être détenteur du capital d'une entreprise et sans la gérer. L'État séparer la propriété de la peut gestion. rester détenteur. Hein. Par exemple, les hôtels qui appartiennent à le GT Centre, un œil dans le centre, voilà, le GT Ouest, qui sont gérés par des chaînes internationales. Voilà, le Sheraton, c'est un bien public. Mais ceci dit, c'est SIH. Oui, d'accord, mais le Mercure, par exemple, aussi, à l'origine, il appartenait à la Wilaya de GT Centre. Mais la chaîne qui le gère, moyennant 3% du chiffre d'affaires brut, comme rémunération. Ça peut se faire sous cette forme-là. Donc, contrat de management, vous voyez ça comme une bonne solution. Oui. Je suis détenteur des capitaux. Contrat de management, c'est une bonne piste. Ça tient la route parce que un contrat de management aussi, il ne faudrait pas tomber sur un oustique, qui mangolo blataille avec de supposées connaissances en management, qui s'amusent à faire des transferts et à les charges ou des dividendes fictifs. Tout ça, c'est des instruments de gestion. On va avancer, messieurs. Tu ne parles pas avant de parler d'instruments, il faut parler de partition. Alors, est-ce que j'ai besoin d'un violon, Merci Yacine pour la méthodologie. On arrive à la partie qui t'intéresse, celle du modèle de croissance. On a évoqué dans cette matinale également, évidemment, le modèle exportateur et l'investissement et l'attractivité de l'Algérie. Qui parle d'exportation, parle de l'insertion de l'Algérie dans la chaîne internationale de valeur. On n'est pas suffisamment inséré. On est inséré comme producteur de matières primaires. On est incrusté comme... On est exclu, on est hors jeu, on est offside. Alors, messieurs, désolé de poser encore une fois la question technique. Oui. Le C51-49, il a été évoqué. Il y en a qui ont dit il faut arrêter avec ça. Est-ce que le prochain gouvernement doit changer complètement d'optique et appeler très fortement le capital étranger à notamment nous aider à devenir exportateurs? Ce qui est vilain, ce n'est pas d'appeler le capital étranger. Ce qui est vilain, c'est de l'appeler dans des intérêts unilatéraux, à sens unique, dans un souci de pillage, de prédation, de dégradation des ressources nationales. Ce qui est vilain, c'est de ne pas mettre en place un cadre législatif et une régulation à la fois incitative pour les capitaux étrangers et en même temps rentable pour notre économie. Hier, il me disait au téléphone, un camarade me disait au téléphone, je disais voilà, je comprends pas, d'un côté des jeunesses qui fêtent la coupe, les autres ils signent un contrat avec Peugeot, et il m'a dit mais tu as oublié, pendant qu'on a, il y en avait un contrat pour la moutarde. Non, il faut retrouver de la rationalité économique, de la stratégie, et ensuite utiliser tous les instruments et les ressorts et la technologie du marché. Yacine, à toutes mes questions précises, tu me renvoies au cadre général. Moi, je veux savoir, est-ce que le 49-51, dans le nouveau contexte, on le maintient ou on l'enlève? Moi, je te pose la question. Voilà. Quel est le nouveau contexte? Le nouveau contexte, il y a une évaluation qui dit qu'il n'y a pas de capital. Je ne veux pas parler d'évaluation. On est d'accord sur le diagnostic. Il n'y a pas suffisamment de capitaux. Je te parle des projections.
Quel sera l'avenir de notre économie? Quelle est la projection? Et c'est là que je te répondrai, c'est oui. Toi, tu me poses une question où il n'y a pas l'hypothèse. Elle est ni l'hypothèse, implicite. c'est exporter plus, c'est diversifier l'économie. Exporter plus, c'est un autre modèle de croissance. Mais oui, mais on va aller vers ça. Qu'est-ce qu'on fait? Les Turcs, on fait comme les Sud-Coréens? Par exemple. Alors, il faut changer. Le soutien aux entreprises, la création d'entreprises, le financement. Tout ça, c'est à changer. Tous les outils. Je note qu'il n'y a pas eu de réponse. Et oui. avant tout. Je note qu'il n'y a pas eu de réponse. Oui. D'abord et avant tout, je le dis, je le répète, nous avons un formidable atout qui est la demande intérieure satisfaite aujourd'hui par les firmes étrangères. Elle va être déprimée. Bien sûr. En rentrant en crise, Elle elle est va être là. déprimée. L'Algérie a besoin de tout. Si nous sommes assez intelligents pour mettre en place des structures... Voilà, tu confonds demande sociale et demande solvable. Pas du tout la même chose. On peut la solvabiliser. À partir du Il moment... faut des entrepreneurs, il faut un modèle. Bien sûr qu'il faut des entrepreneurs. Messieurs, j'ai le sentiment que l'exportation, de faire de l'Algérie un dragon d'exportation, c'est pas quelque chose qui vous parle. Ça vous parle pas. Si. Dans un pays où une exportation de capitaux est considérée comme un crime, alors que l'exportation, les mouvements de capitaux, je parle de capitaux en devise, hein, c'est un mouvement naturel depuis l'époque des Abbassides ou depuis l'époque romaine. Il ne viendrait pas à l'idée, à l'époque des Irides, ici, d'empêcher un coco de se trimballer avec un petit sac d'or pour aller en Orient. Aujourd'hui, nous dollars, vous dinars. En dinars, avec une logique d'intendance et de ravitaillement de casernes. Ça date de 62. Non, c'est un truc المهم les loustiques هذو اللي يقول لك les dinars c'est pour vous les indigènes وحنا les dollars tu touches pas. À partir de là, Sawiris quand il est venu en Algérie investir, enfin faire semblant d'investir, mais il a ramené quand même des capitaux. Quand il a ramené cet argent, ما قالتلوش la justice ولا l'état égyptien ولا كيفاش انت les dollars تاعك منين جاوك شاك دير بهم ليه. On l'a pas accusé de transfert علاش parce que c'est pour une expansion à l'international. Il y a quelqu'un qui importe de faux concepts, de faux investissements, de faux kits. Mais celui qui veut transférer des devises pour acheter peut-être des actions, il estime que c'est son argent. Il peut acheter des actions qu'il trouve gagnantes à moyen terme. قالوا ما تخرجش les dollars يموتوا هنا تاعنا يخرجوهم اصحابنا يعني خرجوهم هذو البقره هذو اللي داروهم دوك في الحبس. On peut être précis, on pense notamment à l'investissement de Cevital en Italie dans la sidérurgie qui s'est cassé la gueule. Donc tu n'as pas une monnaie apte à circuler à l'international légalement, avec ses détenteurs légaux qui l'ont déclaré, tant que le dinar m'a indouche cette valeur monétaire qui lui permet, une fois fiscalisé, une fois reconnu, et avec une traçabilité économique, d'aller où il veut et de revenir d'où il veut. نقول لك حاجه ما تدخل لا في الاكسبورتاسيون في حاجه يخلص حسيم سعود tu plantes ta tente في الصحراء ولا في الدوار وصلت البي. Le fameux fonds souverain dont tu parles. Le fonds souverain dont tu parles, que beaucoup de pays, notamment le syndrome hollandais, etc., font. Hein, la Norvège, la Hollande, etc., ils créent un fonds souverain. Les Koweïtiens, moi j'étais... Alors, pourquoi on ne l'a pas fait? On aurait pu cibler des entreprises. C'est bien sûr qu'il y a une stratégie. Exporter des devises par la surfacturation, tu appelles ça une stratégie. Je suis désolé. Ça, c'est de la prédation. C'est une stratégie, la prédation. Non, on parle pas des pays, on parle de leurs intérêts. Les Qataris ont 800 milliards de dollars de placements à l'étranger. Ils peuvent vivre facilement sans le gaz, sans le pétrole. Ils vendent ces deux hydrocarbures sur injonction des USA. Ils peuvent vivre avec 3 sources: tourisme, services et activités portuaires. Et revenus financiers de c'est ça, c'est les revenus financiers. Pour revenir à ce que j'ai dit, tu as une demande importante à satisfaire, tu mets en place tes outils, l'offre en face de cette demande. L'offre, c'est quoi? C'est des entreprises, la petite, moyenne entreprise, on en a parlé la dernière fois, etc., etc. Et tu fais en sorte, à la marge, quand la société, au bout de plusieurs années, devient de qualité, etc., tu penses à l'exportation. Mais tu as déjà une demande nationale, intérieure, solvable.
sur place. Non, moi, je suis désolé, mais je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mais plus personne ne réfléchit comme ça. Tous les investisseurs réfléchissent tout de suite taille mondiale et réfléchissent soit si tu peux pas concurrencer les firmes internationales sur tes marchés, sur ton marché, si tu peux pas les concurrencer sur ton marché, tu peux pas aller à l'international. Tu parles des grosses entreprises, moi je parle de la PME. Non, il a raison. Pour les concurrencer, il faut des politiques économiques, des politiques publiques audacieuses. Tu ne peux pas concurrencer des entreprises. Alors, je vous pose une dernière question, messieurs. On finit avec de la philosophie. Est-ce que la Banque d'Algérie va te faire un transfert pour acheter un brevet? Vas-y, réponds. لو كان ما تحشروش dans un investissement matériel ما تخبيهش في كونتينر ما تخلص لك. À Interface Média, on connaît ce problème. On est capable d'exporter des services digitaux, intelligents, qui ne sont pas comptabilisés comme l'exportation. À partir du moment où il faut matérialiser ce qu'il faut, les transactions, les idées, ça ne circule pas. Messieurs, alors, question philosophique, je finis avec ça, on est off, on est vraiment off. Est-ce que tu sais que lorsque tu exportes, tu n'es pas maître du fruit de l'exportation à 100%, là, tu sais pas? Bah, si, je le sais. Bon. Donc, à partir de ce moment-là, comment on va faire? Tu es en train de pousser les gens à trafiquer. Tu pousses les gens à trafiquer. J'ai exporté, ou là, c'est la Banque centrale qui s'en fait. On a des chefs d'entreprise qui ont été devant le tribunal pour 500 € d'écart sur la facture finale versus la facture chez les douanes. Voilà. S'il y a une ristourne sur facture à la fin, ils sont devant ça. Qui n'ont pas été rapatriés. J'ai un produit exportable sans aucun problème, vous faites une très forte valeur ajoutée à moyen terme. Les Algériens. بعد الماكسيموم يروحوا يسلكوا ريزانهم ويسلكونا معاهم كي يتربحوا. Une précision. J'arrive pas à poser ma dernière question. Chauffe, il y a des pays qui ont. Il parle des footballeurs, hein. Non. Il y a des pays, je parle de pays arabes. Il y a des pays qui n'ont pas de pétrole et qui organisent l'immigration. Je prends par exemple un pays, l'Égypte, je prends un pays qui est nos voisins, la Tunisie, ils ont 2 agences. Ils ont une agence pour les bacs moyens 10, et c'est eux qui s'occupent de leur placement, retraite, convention, sécurité sociale, médecine du travail, accident. Et ils ont une agence pour les bacs plus 10. Et c'est eux qui... Non, on n'a même pas été... Ils utilisent l'agence Zodiac. C'est criminel. Messieurs, est-ce que on va évidemment tous les critères, les préalables, les prérequis qui feraient qu'un gouvernement puisse engager une politique de réforme et refaire décoller l'économie algérienne, la confiance, la légitimité, la redevabilité, la compétence, etc. Tout ça est acquis. Mais est-ce que l'idée, c'était ma question que je voulais poser depuis tout à l'heure, vous êtes obligé de répondre de manière très brève parce qu'on a largement dépassé le temps. Est-ce que le vrai challenge, c'est d'accepter une économie plus ouverte dans l'avenir envers le monde, une économie avec le tourisme, avec les mouvements de capitaux, avec les mouvements des personnes, une économie plus ouverte, ce que nous ne sommes pas aujourd'hui. Est-ce que c'est pas ça finalement? Et ça, l'Algérien moyen, peut-être qu'il n'est pas prêt encore à cela. Une économie plus ouverte, tout simplement. Ouverte mais rationnelle, pas ouverte et prédatrice. C'est tout ce que je dis. L'Algérien, il est prêt. L'Algérien, c'est de fausses élites qui lui vendent de fausses chimères et qui lui vendent de fausses pistes. Comme étant une pensée nationale et populaire, alors que ce n'est pas vrai. C'est des penchants très limités dans quelques élites qui sont bloquées dans les années 70. Tu vises personne sur le plateau? Pas particulièrement. Voilà, il est dans les années 50. Donc il n'est pas vu. Je suis né dans les années 50. Avec un concept qu'il faut absolument. Moi, j'ai dit le premier élément à enlever dans la Constitution, c'est la République algérienne démocratique et populaire. Démocratique et populaire. Parce que la République, c'est républicain. La souveraineté, la notion de souveraineté, un rôle que Dieu le protège. En ce moment, il le protège mal. En ce moment, il le protège mal, mais c'est pas... Il le préserve, disons. Il le préserve. Avait refusé le BOT pour l'autoroute pour un problème de souveraineté. كيفاش يروح يرفدوا l'autoroute وديوها ولا لا سي با بروبليم سوفرانتي باسكو مول دراهم يطر في الشكاره Non, mais la déclaration, il disait la souveraineté, c'est la Libye, c'est un alibi. Aujourd'hui, la mondialisation
Quand il y a des vrais problèmes. Dans un autre débat, là, dans 15 jours, peut-être Inch'Allah. moins, on évoquera ce qu'aurait été une autoroute en BOT. Peut-être que le kilomètre au péage aurait été très cher Et alors, et que notre ami, Farhat aurait eu plus de mal à aller tous les week-ends à Oran, tout simplement. Mais il paye, Farhat. C'est Il tout. paye l'autoroute. Non, mais c'était... Toi, je vais tous les week-ends, ça fait 6 mois que j'y suis pas. J'ai décidé de faire de la diffamation. Merci beaucoup, messieurs les experts. Merci. À dans 15 jours, ça tout. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Avec Cevitel, une dynamique de croissance.